Ciao Emanuele, benvenuto in Italia, benvenuto su Lucy, è un piacere averti qua. Lucy è un po' una famiglia e tu adesso ne fai Oui, parte. c'est vrai. Benvenuto. Quando hai capito che Emanuele era Carrère? Écoute, je pense que c'est un exemple de vocation assez classique de quelqu'un qui est un lecteur avant tout et qui devient, qui passe progressivement du côté des écrivains, ce qui est quand même la trajectoire classique. Par ailleurs, j'étais typiquement un petit garçon à lunettes, un peu complexé, qui s'enfermait dans les livres et voilà. Et le fait est que j'ai un peu toujours eu envie de faire ça, quoi. C'était ça qui me plaisait, me faisait rêver. J'ai eu une vocation précédente qui était à la lecture de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. J'ai rêvé d'être harponneur de baleines. Et puis, j'ai assez vite compris et mes parents m'ont fait comprendre que ça allait pas marcher. Tu vois, en plus, j'étais myope. Voilà. Quanti anni avevi? Je sais pas, une dizaine d'années. Je pense que là, cette espèce de vocation, elle a dû se jouer entre l'âge de 12 et 16 ans. Quindi a 10 anni comincia e nasce Emanuele Carrère. Non nasce a 0 anni, ma nasce a 10 anni. E volevo chiederti l'ossessione, quanto è contata nella tua vocazione. Bah, ce que ça peut avoir d'obsessionnel, c'est une espèce de goût artisanal, tu vois, de faire le truc bien, c'est-à-dire de ce qui est à la fois l'angoisse, le plaisir, la récompense absolument en même temps. Tu vois, quand tu essayes de fabriquer des phrases, de faire des choses comme ça. T'as un petit problème pour savoir ce que tu veux mettre dans les phrases, mais une fois que tu as trouvé un peu quoi y mettre, le fait de les arranger, ça, c'est la chose que je me suis aperçu assez vite que j'aimais. Questo artigianato ce l'hai anche nella vita, avec les relations, oppure sei più fluido? Fluido, je sais pas si c'est le mot juste. On aimerait bien. Però un giorno mi hai detto che una delle tue spie dell'artigianato sono le virgole. Quando hai finito un romanzo, togli una virgola e poi la rimetti nello stesso posto. Allora lì capisci che il libro è finito. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme tu l'as dit, qu'est-ce que je vais dire? Però è ancora vero? Oui, oui, c'est vrai. Quindi tu rimani un po', non cambi tanto. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et il est vrai que la ponctuation est une chose à quoi j'attache énormément d'importance, quoi. Il y a quelque chose de... C'est vraiment une chose qui rappelle ou qui témoigne du caractère musical quand même de la construction, d'une phrase, et puis ensuite d'un paragraphe, et puis ensuite d'une page, et puis ensuite d'un chapitre, et tu vois, tu construis ça par petites unités successives, et dont la ponctuation est vraiment un soutien. Mais alors, tu m'y fais penser là, il y a un truc que j'ai découvert, enfin pour mon usage personnel, hein, depuis le livre précédent, Yoga, c'est le fait de découper les livres en petits chapitres. Ah ouais. En petits chapitres, tu vois, d'une longueur qui est, je dirais, variable. Il y en a qui font une demi-page, il y en a qui font 5 ou 6 pages, mais c'est des petites unités qui ont d'ailleurs, tu vois, où je passe pas à la ligne à l'intérieur, il n'y a pas d'alinéa, Ouais. et c'est des petits blocs qui sont titrés. J'aime beaucoup à chaque fois trouver les titres, et je me suis mis à faire ça sans l'avoir vraiment décidé, mais c'est venu dans Yoga. Je l'ai fait maintenant pour le livre sur les attentats, V13, et c'est quelque chose qui est une espèce de soutien, d'aide, de plaisir. Cette organisation par petites unités, je dirais, c'est comme la ponctuation, ça fait partie des choses qui sont une espèce d'étayage, quoi, des livres. Ci dai l'illusione che la scrittura tua sia molto semplice, facile. Ça c'est un peu de boulot. Beh, perché la lettura è molto facile. Ah ben j'espère. È seducente. E come arrivi a quella facilità?
tutti i giorni. Non, c'est vraiment du travail, ça. C'est vraiment, tu repasses, tu écris d'abord un truc qui est un peu compliqué, et puis petit à petit, tu l'affines, mais bon, le problème, c'est toujours le même. En gros, de cracher la matière. Ouais. Et une fois que tu as la matière, et ensuite, justement, tu découpes, tu recommences, tu rectifies, mais ça, c'est du plaisir. Ça, c'est du plaisir, et j'espère que ça donne du plaisir au lecteur, même pour des choses, tu vois, super dures, super terribles, comme pour les 13, quoi. Mais là, malgré tout, j'ai l'impression que d'autant plus s'il s'agit de choses soit très douloureuses, soit simplement complexes, tout ça, j'ai l'impression que ce que je dois au lecteur, c'est une espèce de confort de lecture. L'expérience humaine dont il est question n'est pas forcément confortable, mais la traversée littéraire, narrative, doit l'être, quoi. J'ai l'impression qu'il a le droit de voyager en première, le lecteur, tu vois. Et par la musique, tu l'écoutes? Ouais. Et puis, puis moi, j'ai un peu pris l'habitude de m'adresser au lecteur. Alors, en fait, ça, honnêtement, c'est un petit bénéfice du fait que les livres, avec le temps, ont du succès. C'est que, un peu prétentieusement, tu finis par te dire que ton lecteur te connaît, que c'est comme un ami à qui t'as tes petites habitudes avec lui, t'as des espèces d'idiosyncrasie, c'est comme si tu étais dans une conversation avec lui. Et en tout cas, c'est agréable pour moi. C'est peut-être en effet prétentieux, tu vois, de faire comme si les gens me connaissaient, qu'ils avaient lu mes livres, tout ça, mais ça crée quelque chose qui, moi, m'est devenu naturel et dont j'ai l'impression que, finalement, ça se passe assez bien. Hai mai buttato un libro? Cioè, l'hai tenuto nel cassetto e non l'hai pubblicato? Un livre entier, non. Livre entier, non. Des livres, tu vois, des livres commencés qui n'ont pas abouti. Oui, ça existe, ça, oui. Mais d'un livre entier, non. Li vorrei vedere, in Francia, a Parigi, quando vengo. Vorrei leggere. Non, parce que c'est des trucs, tu vois... Mais era l'argomento per cui non sono andati? Non, il y a des trucs... Par ailleurs, je crois malgré tout que les choses finissent par aboutir, d'une façon qui n'est pas du tout celle qu'on avait prévue, d'une façon que le temps modifie complètement, mais que j'ai tendance à croire que rien ne se perd vraiment, quoi. L'ultima domanda sulla tua officina. Una volta, al tempo di Limonov, mi hai detto che tu avevi sempre 2 libri in contemporanea. Alors, sempre, c'est pas vrai. J'aimerais que ça soit vrai, parce que c'est vrai que c'est très... il y a quelque chose de très rassurant à se dire que on a 2 chantiers en même temps, qu'il y en a un, si on se retrouve bloqué sur un de ces chantiers, ce qui arrive, eh ben, on va pouvoir aller sur l'autre. Donc ça, c'est formidable quand c'est comme ça. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, sans le savoir d'ailleurs, parce que quand je pense que je suis... ça m'est souvent arrivé de croire que j'abandonnais pour de bon. Et puis, finalement, tu y retournes. Mais pour l'instant, par exemple... Enfin, quand je dis c'est pas le cas, c'est pas qu'il y a pas 2 chantiers, c'est qu'il y a 0 chantier. Mais c'est bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Ho cercato un po' quale potesse essere la tua parola in tutta la tua produzione di scrittura. Ho letto i libri e l'ho trovata in un documentario, la tua parola, che è Retour à Contevich. E la tua parola, la parola che esprime meglio di tutti Carrère, dall'inizio alla fine è ritorno. Retour. Ah oui, c'est une tellement bonne question qu'elle me laisse un peu silencieux. Je sais pas très bien quoi te dire. Peut-être, oui, peut-être. Retour à la Russie, retour à toi-même, retour à l'Italie. Alors, actuellement, mon problème, c'est un peu comment retourner en Russie, parce que j'aurais envie en ce moment de retourner en Russie. J'aimerais bien aller voir un peu la Russie, qui, je pense, tout de suite est quelque chose d'affolant, qui est une espèce, qui est en train de se transformer en une dystopie. Soit les Russes, soit ils s'en vont, soit ils plongent dans un univers parallèle, j'ai l'impression. Et donc, moi, j'aurais bien envie d'y aller, je ne sais pas comment. Techniquement, tu peux y aller, hein, je veux dire, tu peux avoir un visa de tourisme. Bon, il faut passer par Istanbul, un truc comme ça, mais le problème, c'est que si tu demandes un visa de tourisme, surtout si tu es un peu connu pour avoir écrit des trucs sur la Russie,
on va un peu te demander ce que tu viens faire, quoi. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est aller à Kotelnitch, à vrai dire. Parce que, je veux dire, c'est pas que... Dans la mesure où cette toute petite ville de Russie, d'une part, elle est typique des petites villes de Russie, c'est-à-dire c'est vraiment, tu vois, le trou du cul de cet immense pays. Et il se trouve que j'y suis déjà venu plusieurs fois, que j'y connais un peu des gens, donc ça serait le moment d'y aller, parce que forcément, il y a des gars de la ville qui sont partis à la guerre, d'autres qui sont revenus vivants ou morts. Je pense que ça doit être vraiment passionnant. Mais j'ai essayé de demander une autorisation pour y aller avec une petite équipe enfin une petite équipe de personnes, hein, pas pour tourner un reportage pour la télé. Et en fait, ils m'ont répondu oui, c'est possible, mais à la condition que ça soit une production russe. Alors, t'as pas très envie tout de suite de faire une production russe. Donc, je sais pas comment faire, mais j'ai envie d'y aller. Et en plus, bien sûr que comme je dirais, en Ukraine, il y a des formidables journalistes et écrivains et tout ça qui suivent ça de très près, donc j'ai l'impression, je vois pas ce que je pourrais ajouter, tu vois, en allant en Ukraine. Alors qu'en Russie, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose que je pourrais apporter, regarder, quoi. Ritorno non solo in Russia, a Kotelnitch, che anche la tua famiglia, le radici. Oui, mais... Quel ritorno nella tua famiglia di origine è ancora così complicato? Non, tu sais, ça là, il y a des choses qu'on dépasse quand même dans la vie, hein. Mais, tu vois, je dirais la famille, le côté russe de la famille, c'est-à-dire ma mère, tout ça, je me sens vraiment assez en paix avec tout ça. Mais il y a un autre côté de ma famille maternelle aussi, qui est du côté géorgien. Ah, Et en ce moment, c'est marrant, je suis allé pour la première fois en Géorgie. C'est quand même le pays de ma famille. C'est un pays où on peut aller facilement. Et j'ai attendu l'âge de 65 ans pour y aller pour la première fois, où j'ai été enchanté. Et j'ai un ami, tu sais, le réalisateur Pavel Pawlikowski, à qui j'ai dit ça. Et il m'a écrit un truc merveilleux. Il m'a dit, pour moi, la Géorgie, c'est un mindfuck sans pareil. Et il dit, tu sais, à nos âges, la vie devient fade. Tu as bien fait de te garder ça pour le dessert. Comincia un nuovo capitolo di libri dopo la Russia. Là, j'y retourne d'ailleurs là, dans 10 jours en Géorgie. Io so che legato alla tua famiglia, ai tuoi azzardi letterari, alcuni libri ti sono costati cari. Un roman russe ti è costato caro, al tempo Facciamo un gioco ti è costato caro, al tempo Yoga in parte ti è costato caro. Tu le rifaresti? Un roman russe, il y a des choses dedans que je ne referai pas. Je sais très précisément quoi. Je veux dire, ma compagne de l'époque, j'ai parlé d'elle d'une façon cruelle et ça, je ne le referai pas. On a fait la paix, c'est drôle parce que j'ai reparlé avec elle il n'y a pas longtemps, mais c'est un truc, j'ai un peu honte d'avoir fait ça. Secondo te, esporre la propria vita o la vita degli altri su una prima persona singolare come la tua, è coraggio o spregiudicatezza? Bah, d'abord, c'est pas pareil selon que tu exposes ta vie et celle des autres. Ta vie, tu as le droit de faire ce que tu veux. Però la tua letteratura, Emmanuel, è concatenata alla vita degli altri. Ah non, mais bien sûr, mais c'est ce qui est compliqué. Je te dis, sur toi-même, tu peux raconter les pires choses, tu peux dire que tu es une crapule, tu dis ce que tu veux, quoi. En revanche, dès que tu parles des autres, c'est là qu'il faut quand même commencer à peser un peu tes mots, parce que moi, je crois que tu as tous les droits, sauf celui de nuire à autrui, tu vois. Et encore une fois, je l'ai fait, mais ça, je regrette de l'avoir fait. Ouais. Voilà. Et puis, par ailleurs, c'est pas du tout pareil selon qu'il s'agit de personnes privées ou publiques, tu vois. Je veux dire, tu vois, Limonov, j'ai pu dire j'ai absolument le droit de dire ce que je veux de Limonov, qui est un personnage public, qui a écrit le plus grand mal d'un tas de gens. Si je veux écrire, je sais pas, sur Macron, tout ça, j'ai absolument le droit de dire des choses. Ouais. Mais sur des gens privés et tout, là, où il y a une espèce de vulnérabilité beaucoup plus grande, ça, je ne me reconnais pas ce droit. Et quand je l'ai outrepassé, je regrette de l'avoir fait. C'è uno dei
delle vite degli altri, delle vite che non sono la tua, a cui tieni di più di quelle che hai trattato nel libro? Io penso a Jean-Claude Roman, per esempio, oppure penso ai personaggi di Vite che non sono la mia, oppure penso a tutti i personaggi che hai messo nei libri. C'è qualcuno che è un fantasma che ancora ti rimane intorno? Écoute, Jean-Claude Roman, pas du tout, absolument pas. Ok. Dans d'autres vies que la mienne, bah, il y a... non, les gens dont j'ai parlé, non, non, je dirais pas ça. Il y a dans Yoga cette figure de cette femme avec qui j'ai eu une espèce de liaison secrète, Ouais. tout ça, mais qui est, je dirais que le fait de d'en avoir à ce point respecté le secret tout le temps, lui donne une espèce de caractère, en effet, de fantôme, mais de fantôme plutôt doux et bienveillant, quoi. Voilà, ça c'est le contraire, justement. Il y a quelqu'un que je n'ai absolument pas exposé, et c'était... voilà, c'est plutôt un bon fantôme. Limonov? Limonov, ça a été paradoxalement une relation assez simple, parce que Limonov, il était très intrigué du livre que je faisais, mais comme il était très intelligent, très malin, tout ça, il avait très bien compris que je ferais un livre qui n'était pas, tu vois, de son côté, mais que c'était beaucoup mieux pour lui qu'il y ait un livre pas de son côté que si c'était écrit par un des mecs de son parti, tu vois. Et pareil, quand le livre est paru, d'abord, il a été stupéfait et très très heureux du succès qu'il a eu, voilà, dans pas mal de pays, et qui fait que, enfin, dans le monde hors de la Russie, tout à coup, il a acquis une célébrité qu'il n'avait pas ou qu'il n'avait plus. Et donc, en fait, c'était une bonne affaire entre nous. Il y a jamais eu, tu vois, de deal explicite, mais on y a gagné tous les deux. Je veux dire, il était content. Et Limonov, il m'a dit une fois un truc qui m'a fait rire. Il m'a dit, bon, moi, si j'étais au pouvoir, je te ferais fusiller, mais je t'aime bien, quand même. Voilà, et maintenant... Alors, par ailleurs, maintenant, quelquefois, il y a des gens qui me disent, mais... qu'est-ce que tu crois qu'il penserait et ferait Limonov aujourd'hui? Il n'y a aucun doute là-dessus. Limonov serait dans le Donbass avec un Z tatoué sur le front, et il sait ce qu'il avait commencé à faire avant. Je veux dire, et c'est son copain dont je parle dans le livre, Zakhar Prilepin, tout ça, il est dans le Donbass, il est totalement militaire, courageux d'ailleurs, hein, ça on peut pas dire le contraire, mais c'est totalement des nationalistes russes. Alors, jusqu'à de son vivant, Limonov, il considérait que Poutine, il était sur la bonne voie, mais quand même que c'était un mou. Maintenant, je pense qu'il serait, voilà, qu'il approuverait Poutine. Totalement. Totalement. Ouais. Che cos'è che attira la tua attenzione quando scegli un argomento? Anzi, che cos'è che ti annoia meno del resto? Cos'è che ti muove la tua attenzione nella scelta dell'argomento? Ça, c'est un truc compliqué. Enfin, c'est une énorme question. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet? Moi, tu vois, il y a pour toi, un sujet pour moi. Non, mais parce qu'il y a des écrivains qui ont plus ou moins besoin d'un sujet. Il y a des écrivains, tu vois, ils savent faire de l'écriture à partir de tout. C'est pas la question du sujet est très secondaire pour eux. Moi, j'ai totalement besoin d'un sujet. Je veux dire, si j'ai pas de sujet, je suis comme une poule devant la machine à écrire. Je sais pas, je sais pas quoi faire. Je sais pas du tout écrire dans le vide. Et qu'est-ce qui est un sujet? Ça, parce que des sujets au sens de trucs intéressants sur quoi écrire, il y en a partout. Tu lis le journal à chaque instant. Mais qu'est-ce qui est un sujet pour toi? Parce que tu as besoin de croire à cette chose absolument prétentieuse et indispensable, c'est qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Et que c'est pour toi, personne d'autre ne pourra le faire. Alors je sais qu'il y a des moments où je sais que, tu vois, pour d'autres vies que la mienne, le jour où le juge dont il est question a commencé à raconter des histoires à la fois sur son amputation, sur son travail dans le droit de la consommation, tout ça, tout à coup, j'ai compris, mais immédiatement, intuitivement, voilà, il y a un sujet. Et ce sujet, ça va pas de soi de dire que tu as envie d'écrire un livre sur un juge boiteux qui s'occupe de droit de la consommation. Tu hai delle sintomatologie quando senti che è il soggetto? Tu sei felice?
tu devi il y a une tornare a excitation. casa. Il y a È une excitation, ouais. Il y a une... Et ce qu'il peut y avoir, alors, ce qui est précieux, c'est ce sentiment que tu as de certitude à ce moment-là. Ce sentiment va bien sûr se perdre pendant le cours du travail. Tu vas le perdre, tu vas te dire, mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi me suis-je lancé là-dedans? Sur Limonov aussi, j'ai pensé ça, tu vois. Il y a eu un moment où je me suis dit, il y a un sujet. Ensuite, j'ai travaillé dessus, je l'ai même abandonné aussi, en me disant, mais qu'est-ce que je fais? C'est pourquoi je fais un truc sur une espèce de fasciste russe que personne ne connaît, ça n'a aucun sens, tout ça. Mais, malgré tout, si tu restes fidèle à cette espèce de petite illumination de certitude que tu as au début, eh ben, tu vas y arriver. Faut que tu gardes la sensation de ça, quoi. La chiamo struttura sentimentale. È la parola per esprimere questo processo. Allora, ti aggiorno sulle conseguenze di Emmanuel Carrère, cioè sugli effetti collaterali che tu hai avuto nella nostra letteratura di una generazione più giovane. Abuso della prima persona singolare. Ah oui, molti scrivono in prima persona singolare. Eccesso di confidenza, perché il senso che tu dai è un forte senso di confessione, di confidenza. E poi una lotta al pudore. C'è qualcosa per cui siamo più coraggiosi, grazie a te, nel prendere o più spregiudicati. Volevo chiederti se tu, quando eri più giovane, avevi questo pudore di letteratura o eri già così... Ah non, 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 j'étais très pudique et j'ai pendant des années écrit des livres de fiction un peu fantastiques, réfugiés. C'est quelque chose qui est venu tard. Maintenant, comment dire, c'est pas je cherche pas spécialement à raconter des choses impudiques, indécentes ou des choses, mais je crois profondément que une des vocations de la littérature, c'est pas la seule, mais c'est au fond d'essayer de dire une vérité à la fois sur le monde et sur soi. Et je veux dire, c'est pas que je pense que moi, Emmanuel Carrère, je sois si intéressant, mais je pense que tout être humain qui essaie est intéressant, que tu vois, c'est la phrase de Montaigne qui dit que chaque être humain porte en lui l'humaine condition à lui tout seul. Et enfin, là-dessus, bon, je cite comme tout le monde Montaigne tout le temps, mais c'est vrai que c'est sans doute mon écrivain préféré, c'est l'écrivain avec qui tu gardes un rapport totalement amical, tu le lis, tu ouvres Montaigne comme n'importe où, comme tu rentres dans une conversation avec quelqu'un, qui a une conversation ininterrompue, que tu reprends quand tu veux, tout ça, c'est juste quelqu'un qui te dit, qui part de ce qu'il est lui, en considérant que ce qu'il est lui, c'est son instrument de rapport au monde, son instrument de connaissance du monde. Et là, moi, je me sens totalement... à ma petite, mais totalement de ce côté-là. Et je pense qu'il n'y a aucune raison il n'y a pas à se justifier de ça. Non, encore une fois, la frontière, la limite, c'est de pas, dans cette espèce de désir de vérité, de pas l'étendre à autrui en risquant de faire, tu vois, de nuire, de faire souffrir. Mais sinon, moi, Alors, encore une fois, c'est pas la seule chose qu'on puisse faire dans la littérature, hein, mais c'est une de ces choses, oui. Et donc, les gens qui te disent « mais vous croyez si intéressant que vous écriviez sur vous », je trouve ça idiot, tout le monde est intéressant. Il n'y a pas besoin d'être d'être un grand homme politique ou un personnage historique où tu dis « ah oui, c'est intéressant parce qu'il a été lié à des événements intéressants ». C'est un autre type d'intérêt, mais n'importe quel individu, s'il examine sa vie avec attention et scrupule, tout ça, oui, c'est intéressant. Ho notato che in V13 c'è una rinuncia alla prima persona singolare, pur essendo in prima persona singolare. Cioè, volevo chiederti se pensi che potrai rinunciare alla prima persona singolare in futuro. Le livre ne renonce pas, parce que oui, il est écrit à la première personne, je fais tout de même état de réactions, des réflexions, d'émotions. C'est vrai que cette première personne-là est peut-être moins envahissante qu'il ne lui est arrivé d'être ailleurs, quoi. Mais ça me paraît un peu dicté par le sujet, par il y a une telle richesse et abondance d'autres voix de ce qu'il y avait c'est un livre très choral, c'est aussi un livre dont
dont la source est vraiment journalistique, et je l'assume complètement. Mais ensuite, est-ce que... je ne sais pas, tu vois, pour le livre suivant, je ne sais pas du tout. Perché V13 è più una prima persona plurale. Oui. Noi. C'è un noi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a un nous qui est... il est peut-être un peu bizarre, ce nous, parce que au fond, il dit nous qui nous trouvons. Tu vois, c'est un théâtre quand même. Et donc, il y a ce qui est, comme on dit, le prétoire, avec les juges au fond, les accusés là, les divers avocats des deux côtés, les procureurs, tout ça. Et puis, Noi. Et puis nous. Alors nous, c'est un mélange quand même de gens qui sont les parties civiles. Et ça, c'est une partie bizarre enfin, disons, on est quand même assez séparés. Et puis nous, c'est-à-dire le public et les journalistes. Donc mon nous concerne essentiellement les journalistes dont je faisais partie, qui étaient assez nombreux, qui étaient une collectivité, moi que j'aime bien. Tu vois, j'avais découvert ça dans le procès roman. Je trouve que les chroniqueurs judiciaires, c'est une corporation dans le journalisme que j'aime beaucoup. C'est des gens qui aiment passionnément leur métier. Ils n'échangeraient ça pour rien au monde. Dévotion. Ouais, c'est vraiment des gens que j'aime bien, quoi. En plus, il y a une particularité, pardon, je pars dans tous les sens, mais les chroniqueurs judiciaires, le talent littéraire est essentiel. Parce que tout simplement, tu vois, c'est pas des gens qui font de l'enquête, c'est tout. Tout le monde assiste au même spectacle. Et donc, ensuite, la différence, c'est le regard, c'est le talent qu'il exprime, tu vois. Et donc, c'est des gens chez qui l'écriture, ça compte. Donc, voilà, c'est une corporation que j'aime bien. Mais on était avec aussi les parties civiles, c'est-à-dire des gens qui avaient été soit blessés, soit qui avaient perdu des membres de leur famille ou leurs proches. Et ce qui était assez beau, c'est qu'au début, je dirais, ces deux catégories de public étaient complètement séparées. Moi-même, on avait même des badges, tu vois, de couleurs différentes, quoi. Et au début, moi, j'avais l'impression que jamais on franchirait cette barrière, que tu vois, tu étais séparé d'eux par une. Ils étaient passés d'un autre côté de la vie, et pas moi. Et puis, au bout d'un moment, il y a des liens qui se sont faits, il y a des amitiés, et tout, qui font partie de ce qui, pour moi, a été précieux dans ce truc, et qui fait que ça n'a pas été seulement atroce, ça a été aussi magnifique, ça a été aussi... ouais, ça a été beau, quoi. Hai un sogno ricorrente che fai nel corso della vita? Questa sembra psicanalisi, ma me lo sono chiesto. Il y a un truc qui n'est pas vraiment un rêve, mais qui est récurrent, que je m'aperçois que je l'ai raconté un nombre considérable de fois dans je sais pas combien, mais dans les livres, qui était un truc que j'avais lu, tu vois, dans un journal, qui est l'histoire atroce d'un petit garçon qui est rentré à l'hôpital pour une opération absolument bénigne, et voilà, il y a eu une erreur d'anesthésie qui fait que s'est réveillé, tu vois, sourd, aveugle, muet, enfin, totalement muré en soi-même. C'est la chose la plus atroce que j'ai. Et le fait est que je ne sais pas comment. Enfin, je ne sais pas comment, il y a des kilomètres, des années et des années d'analyse qui ont peut-être tourné autour de ça. J'ai écrit des livres qui ont tourné autour de ça. D'une certaine façon, l'adversaire, ça tourne autour de ça. Voilà, c'est quelque chose que, tu vois, qui est c'est bizarre parce que là, on est passé du côté d'une espèce de gravité. C'est quelque chose qui est constitutif, quoi. Et dans mon rapport au monde et par conséquent dans mon rapport à ce que j'écris. Sai che pensavo fosse la volpe. Et la volpe, c'est quoi? Che mangia le viscere. Ah oui. Prima o poi spero che Adelphi faccia una copertina con una tua volpe, perché la volpe è il simbolo della ferocia e della verità che tu hai. In molti tuoi libri, anche se non compare, questa piccola volpe che mangia le viscere, che mi pare nell'avversario, in vite che non sono la mia. E allora credevo che fosse la volpe il tuo simbolo onirico, di fare un sogno. Ah, tu peux dire ça. Alors, j'en profite. Tu sais, je crois que dans 2 livres aussi,
j'ai parlé de ce vieux psychanalyste qui s'appelait François Roustan, qui était un psychanalyste totalement hérétique, que j'ai connu à la fin de sa vie. Il est mort il y a quelques années, très âgé. Je pense que j'ai raconté 2 visites que j'ai eues avec lui. L'une où je lui disais que je veux me suicider, tout ça, et je me souviens qu'il m'a écouté et que j'ai dit le suicide, on en dit du mal, mais c'est quelquefois une bonne solution. Et sinon, bah, vous pouvez vivre. Et c'est l'une des phrases les plus libératrices qu'on m'ait jamais dites. Ça, non, j'y pensais parce qu'à un autre moment, je lui ai parlé de ce renard la volpe, comme tu dis. Et le renard, quand je suis parti de son cabinet, il m'a dit « Ah oui, oh, votre renard », il m'a montré un fauteuil, là. Il m'a dit « Vous pouvez le laisser, là, si vous voulez, je vous le garde ». Et ce qui est marrant, c'est que je me suis aperçu, avec les années, que Roustan, il vous recevait une fois. Ça l'intéressait pas une fois. Il disait, s'il s'est rien passé en une fois, c'est pas la peine de faire ça 50 fois. Mais il était capable d'avoir une parole très forte, mais c'était plus un maître zen qu'autre chose, c'était un koan zen. J'ai rencontré, il y a pas longtemps, une femme qui m'a raconté sa séance avec Roustan, et Roustan, donc, elle a parlé, tu vois, exprimer sa plainte, ce qui est la chose qu'on fait en analyse. Et au bout d'un moment, il l'a écouté, puis il lui a dit « Bon, écoutez, revenez me voir quand vous irez mieux. » Merci Emmanuel. Ouais, merci. Mais c'est toujours un plaisir, Marco, di parler avec toi. Ho una piccola ultima domanda, la dernière. Vita, che è la mia, il tuo romanzo nuovo, che sarà? Mi dici l'incipit? Non, tu vas le trouver. J'ai été un homme fantastique. Voilà. Lucy.